Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans votre édition. Voici le sommaire. C'est un drame qui a plongé le monde scolaire de la commune de Natitengou dans une profonde tristesse. 3 écoliers ont trouvé la mort, 5 autres gravement blessés, dont 2 dans le coma. Cet accident malheureux s'est produit dans la cour de l'école primaire publique d'Assagaté de Natitengou. Dans l'après-midi de ce lundi 22 janvier 2024, Alassane Arounan est descendu sur les lieux du drame avant de rallier le centre hospitalier départemental de l'Atakoura. Ensuite, les collèges d'enseignement général des départements du littoral et ceux de l'Atlantique organisent depuis ce lundi les devoirs de fin du premier semestre au collège d'enseignement général Le Mérindien. Enseignants et apprenants apprécient le contenu des épreuves tout en énumérant quelques difficultés. Et puis enfin, les occupants du périmètre des 80 hectares de Tobin ont 15 jours pour libérer impérativement les lieux. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable l'a fait savoir dans un communiqué en date du lundi 22 janvier 2024 sur le terrain. Quelques propriétaires terriens prennent encore les pas. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 3 écoliers tués et 5 autres blessés, dont 2 toujours hospitalisés au CHD Atakoura. C'est le triste bilan du drame survenu le lundi 22 janvier 2024 à l'école primaire publique de Dassagaté à Natitengou. 24 heures après cet incident malheureux causé par une enseignante de cette école, Alassane Arounan, est descendue sur les lieux du drame avant de rallier le centre hospitalier départemental de l'Atakoura, où il a rencontré dans la foulée le directeur départemental des enseignements maternels primaires, Atakoura, venu s'enquérir des conditions de prise en charge des sanitaires des écoliers blessés. Voici les images. Ce 22 janvier 2024 aura été un lundi noir pour les apprenants et enseignants de l'école primaire publique d'Assagaté à Natitengou. Alors que l'école s'apprêtait à fermer ses portes aux environs de 17 heures passées de 30 minutes, une institutrice de l'école voulant démarrer son véhicule, préalablement stationné dans la cour, percute par une vive marche arrière incontrôlée 8 écoliers. Parmi eux, 3 vont rendre l'âme sur place. Les 5 autres seront transportés en urgence au centre hospitalier départemental de l'Atakoura. Hier, à la sortie des écoliers de l'école primaire publique de Dassagaté, il s'est fait que l'une des maîtresses, en manœuvrant son véhicule, s'est trompée. Et il s'est fait qu'elle est allée, au lieu d'avancer, elle a plutôt fait la reverse. Et en appuyant sur l'accélérateur, elle a paniqué et puis voilà, ça fait d'énormes dégâts sur près de 50 mètres. C'est même le mur de la clôture de l'école qui a pu arrêter ce véhicule qui était à une allure très importante. Donc ça a surpris les enfants qui, à la sortie des classes, étaient encore dans la cour de l'école. Le bilan sur place, il y avait eu 3 décès et 5 enfants blessés. À l'école primaire publique de Dassagaté, ce mardi matin, lendemain du drame, la cour était déserte, les classes hermétiquement fermées. Seuls les décombres de la clôture ayant arrêté le véhicule accidenté dans sa folle course peut témoigner de cet incident. Au domicile du petit Yves Saï, 7 ans en classe de CP, tué au cours de cet accident, la consternation était à son comble et le père inconsolable. On était à la maison quand l'enfant est parti à l'école. Nous attendions à ce que l'enfant revienne. C'est triste, c'est douloureux, mais on n'a pas le choix. Bon, quand on a appris l'accident dans l'école, on a suivi directement jusqu'au module. On est arrivé voir l'enfant était déjà décédé. Bon, tout ça là, on ne peut rien dire que la prière. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ça fait mal, mais on ne peut que supporter. Pour s'enquérir des conditions de prise en charge sanitaire des blessés, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires s'est rendu ce mardi au centre hospitalier départemental de l'Atakoura. Hier soir, on était là et ce matin encore, nous sommes arrivés. Il ne reste plus que sur les 5 blessés, il n'y a que 2 qui sont encore là en train de suivre les soins. Mais leurs cas ne sont du tout pas, ne sont plus graves. Les cas ne sont plus graves. Ils ont retrouvé. Et d'après le médecin, c'est qu'on n'a plus beaucoup à craindre par rapport à leur... Ils sont pratiquement, ils vont bien.
c'est le suivi qui reste et c'est un petit soin. Tout en déplorant ce drame qui a plongé les populations de la cité dans un émoi total, le coordonnateur communal de l'association des parents d'élèves suggère des mesures palliatives pour éviter à l'avenir de tels drames. Par rapport à cette situation, c'est de prendre vraiment des dispositions pour voir si prochainement dans des écoles, les écoles pourront bénéficier des garages où les enseignants peuvent garer les véhicules, les motos, à un endroit où les enfants seront un peu sécurisés. Juste après ce drame, les 3 corps remis aux parents ont été inhumés tard dans la nuit. Nous restons toujours en milieu scolaire. Les collèges d'enseignement général des départements du littoral et ceux de l'Atlantique organisent depuis ce lundi les devoirs de fin du premier semestre au collège d'enseignement général Le Méridien. Enseignants et apprenants apprécient le contenu des épreuves tout en énumérant quelques difficultés. Voici les images. Ce mardi 23 janvier, deuxième journée du deuxième devoir surveillé du premier semestre. Les apprenants du collège Méridien ont planché dans plusieurs matières. Au thème des épreuves, ils estiment avoir bien entamé la composition, même si certaines épreuves comme la mathématique a été difficile. Ça s'est bien passé. On a travaillé un peu, mais il y a des moments où on a eu des difficultés. Pour faire un bref résumé, ça n'a pas été pas mal. Bon, pour moi, de mon côté, je vais dire que je n'ai pas aimé la maths d'aujourd'hui. C'est seulement l'anglais et la SVT d'hier que j'ai pu travailler. Dans les matières comme SVT, français et les autres matières, j'ai travaillé, mais en maths, ça a été un peu difficile pour moi parce que j'ai un peu de difficulté à travailler en maths. La composition a été bonne, mais je ne travaille pas bien en maths et en communication écrite parce que c'est difficile pour moi. J'aurai la moyenne pour le premier semestre. Dans la perspective d'améliorer le rendement des élèves après 2 semaines de congé de fête de fin d'année, les enseignants ont mis l'accent sur les séances de révision à travers les exercices. Avant d'envoyer les enfants composés, il faut d'abord une semaine d'intégration. À travers cette semaine d'intégration, on révise les notions enseignées dans la classe pour permettre à ces enfants-là de briller à travers les différentes épreuves. Quand nous venons en classe, nous leur disons de se débarrasser des documents, des sacs, des cartouches éventuelles et nous faisons aussi des contrôles. Selon le calendrier scolaire de l'année 2023-2024, le deuxième semestre débute le 26 février et prend fin le 18 juin prochain. Et nous sommes bien entendu dans le zoo à présent, deuxième édition des journées d'orientation au profit des apprenants et élèves des établissements publics, privés, secondaires, généraux ainsi que ceux d'enseignement technique de la formation professionnelle, d'initiative portée par le ministère, connaît le soutien financier de l'ambassade de France et de l'Union européenne présidée par le ministre Yves Kouaroutabi. Les manifestations de Boïkan marquent le lancement de la série d'activités prévues pour se dérouler dans 4 départements. Voici les détails avec Imet Hélène Amoussou, Georges Voudounon. Les journées sont organisées au profit des élèves et apprenants des établissements secondaires généraux ainsi que d'enseignement technique et de la formation professionnelle du public comme du privé. Elles sont initiées dans le but d'apporter les informations nécessaires aux bénéficiaires pour leur orientation vers des offres de formation plus adaptées aux réalités du temps, mais aussi amener les entreprises béninoises à intégrer dans leur culture la formation. Dans le souci de tenir compte des recommandations de la première édition et d'impacter le grand nombre d'élèves, parents d'élèves, apprenants, le public, la deuxième édition des journées d'orientation est ouverte à tous les établissements de l'ESG public comme privé et se déroulera dans 4 départements, à savoir le Zou, le Borgou, le Monou et les Coligny. Orienter nos jeunes vers des métiers pratiques qui sont recherchés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. 70% seront orientés vers des métiers pratiques, contre 30% pour des formations classiques que nous avons. C'est cette approche qui va nous permettre aujourd'hui de régler le problème de sous-emploi que nous observons aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Pour cette deuxième édition, la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a bénéficié de l'appui financier de l'ambassade de France et de l'Union européenne. Non vite chez
de toutes les journées que vous allez passer à l'école, celle-ci est parmi les plus déterminantes. Alors, mi-quinquelin, mi-doto, bocan, robio. Organisées dans le cadre du projet Soutenir l'entreprise, les manifestations sont étalées sur 2 jours. Elles sont meublées par des communications, des visites de stands des entreprises et des établissements publics et privés, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, puis des coachings individuels. Il me plaît de rappeler ici que la question de l'emploi des jeunes s'inscrit parfaitement dans la vision du programme du président de la République qui milite en faveur de l'instauration d'un dispositif pérenne de développement des compétences techniques et professionnelles au Bénin. Partant de cette ambition, vous convenez avec moi que l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle n'est plus à démontrer de nos jours, car elle détermine fortement les chances d'une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail, devenu de plus en plus très difficile. Cela est confirmé par la réalisation de la première édition où des familles, des parents d'élèves ont fortement envahi les lieux pour avoir, avec le concours de formateurs, des informations relatives à l'orientation de leurs enfants. Après l'étape de Boïcon, les organisateurs, partenaires et autres acteurs impliqués mettront le cap respectivement sur les villes de Parakou, Lokossa et d'Assazoumé. L'idée est de donner la bonne information aux apprenants pour leur permettre de choisir une filière en fonction de leurs intérêts et parcours scolaires, de même que les besoins du marché du travail. Dans l'enseignement supérieur à présent, l'Institut national médico-social met sur le marché de l'emploi ses étudiants de master en fin de formation. Ces lauréats, formés dans plusieurs spécialités, ont reçu l'attestation à la faveur d'une cérémonie. C'était en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, accompagnée pour la circonstance de son collègue de la Santé. Reportage. 50 étudiants en fin de formation de master à l'Institut national médico-social reçoivent ici leurs attestations. C'est le couronnement de 2 ans d'assiduité et de don de soi ponctué des cours théoriques et pratiques. Grâce à la qualité des enseignements reçus, ils sont désormais aptes à servir dans les hôpitaux et centres de santé sur l'ensemble du territoire national. Nous avons la tête bourrée, remplie de bagages intellectuels. Nous avons toujours été animés d'un esprit, celui d'être sensible à la douleur des autres. Que cet esprit ne nous quitte point. Chers collègues, à partir de ce jour, plus de programmation d'évaluation, ni de stage académique, ni des informations zozo. Le but visé par ces formations est de mettre à la disposition du système de santé du Bénin des infirmiers et sages-femmes spécialisés de haut niveau pour des pratiques cliniques de qualité dans les structures hospitalières. En effet, les formations spécialisées de niveau master offertes à l'INMES sont en parfaite adéquation avec la volonté du gouvernement béninois de développer la médecine hospitalière conformément aux orientations des réformes actuellement en cours dans notre secteur de la santé. Ces lauréats, composés de plusieurs promotions, ont été formés dans diverses spécialités, à savoir santé mentale, pédiatrie, anesthésie et réanimation, gynécologie obstétrique, néphrologie, dialyse et soins palliatifs. Ces formations s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement pour pallier l'insuffisance de personnel qualifié dans ces spécialités. Après le chemin parcouru, c'est avec bonheur qu'ils sont accueillis par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue de la Santé. Vous avez si bien dit, il n'y a plus de cours, il n'y a plus d'évaluation, il n'y a plus rien. Mais c'est maintenant que ça commence. Parce que vous allez avoir les grands et les vrais évaluateurs. Ces grands et vrais évaluateurs, ce sont vos patients. C'est eux qui vont vous donner la palme d'or. Aujourd'hui, c'est du papier qu'on vous a donné. La vraie palme, c'est eux qui vont vous la donner. En vous qualifiant de bon, de gentil, de techniquement rassurant, tous les qualificatifs possibles. Et vous, parents, qui êtes venus nombreux soutenir vos enfants, c'est sûr, le constat de ce que nous nous sommes beaucoup mobilisés autour des directives
qui ont été donnés par le chef de l'État. Cet homme, ce grand leader qui a compris qu'il ne faut pas laisser le temps au temps et que c'est la santé qui conditionne tout et qui bouscule tous les agendas pour que la santé soit toujours la référence. Cette cérémonie de sortie des lauréats pour le cycle master est une première à l'Institut national médico-social. Elle a été soutenue par l'Agence française de développement et l'Agence belge de développement ENABEL. Le déploiement des récipiendaires sur le terrain va permettre de contribuer à l'amélioration des soins de santé au Bénin. Je vous l'annonçais en titre dans un communiqué en date du lundi 22 janvier 2024. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable rappelle aux occupants du périmètre des 80 hectares destinés aux travaux physiques de réalisation des infrastructures qu'ils doivent impérativement libérer les lieux dans 15 jours sur le terrain. Quelques propriétaires terriens traînent encore les pas, a constaté Teddy Goudalo qui effectue une descente sur le site concerné. Voici les images. Encore quelques jours et ce bâtiment implanté sur ce domaine déclaré d'utilité publique se verra entièrement à terre. Tout comme le propriétaire de cet immeuble, bien d'autres se retrouvent également dans cette situation. Sur le tronçon Togben-Adonko, route des pêches, les occupants des espaces publics sont sommés de libérer l'emprise en raison du démarrage imminent des travaux physiques de réalisation des infrastructures prévues sur le périmètre des 80 hectares. Le communiqué du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable en date du lundi 22 janvier 2024 invite les personnes affectées occupant encore leur terrain physiquement ou matériellement à libérer impérativement les lieux dans un délai de 15 jours à compter du 23 janvier au 6 février 2024. Sur le terrain, certains propriétaires semblent encore traîner les pas. Joints au téléphone, ils affirment qu'aucun dédommagement ne leur a été octroyé, ce qui justifie leur présence encore en ces lieux à 2 semaines de la date butoir. Et dans la suite de cette édition, les experts et spécialistes en matière technologique des pays membres du Centre de réflexion et d'échange entre dirigeants des administrations fiscales sont à Cotonou. Ils participent aux travaux du séminaire international qui prépare la conférence annuelle du CREDAF en juin prochain. Les discussions portent sur les enjeux fiscaux et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le séminaire est organisé par la Direction générale des impôts du Bénin. Reportage de Idrissou Boukari, Elvis Soton. En prélude à sa conférence annuelle prévue en juin prochain à Brazzaville au Congo, le Centre de réflexion et d'échange entre dirigeants des administrations fiscales tient un séminaire préparatoire à Cotonou. Thème des discussions, collecte des données, les administrations fiscales à l'épreuve des solutions technologiques innovantes, intelligence artificielle, data mining. Ce séminaire préparatoire est une occasion pour les pays membres du CREDAF de partager leurs expériences et leurs connaissances sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de la collecte des données. La collecte des données est une fonction cruciale de nos administrations dans la mesure où elle nous permet de garantir l'équité et de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Cependant, l'utilisation des technologies soulève des défis, notamment en termes de protection des données et de confidentialité. Par conséquent, je souhaite que durant les 3 jours de travaux, nous échangions sur ces enjeux et que nous réfléchissions ensemble aux meilleures pratiques à mettre en œuvre au sein de nos administrations fiscales. L'introduction du data mining dans l'administration fiscale offre une opportunité inestimable pour renforcer l'efficacité et l'équité de la collecte des impôts. Le data mining permet d'analyser de vastes ensembles de données pour identifier des schémas, des tendances et des anomalies. En exploitant ces informations,
Les autorités fiscales peuvent mieux cibler les contribuables qui échappent à l'impôt, réduisant ainsi l'évasion fiscale et renforçant la justice fiscale. Les travaux sont ouverts ce mardi 23 janvier 2024 par le représentant du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération. Le CREDAF, en collaboration avec la Direction générale des impôts du Bénin, a choisi d'organiser ce séminaire pour accompagner les pays membres dans les réformes, renforcer leurs capacités et favoriser l'échange d'expériences. Ce forum offre une occasion unique d'identifier les meilleures pratiques actuelles et futures, de relever les défis majeurs auxquels nos administrations fiscales sont confrontées et de dégager des perspectives. Les travaux de ce séminaire international qui seront constitués de sessions plénières et ateliers prennent fin le jeudi 25 janvier 2024. Le ministère de l'Économie et des Finances attend des participants des recommandations pertinentes qui permettront de renforcer la connaissance de chaque pays membre du CREDAF sur les pratiques innovantes. Les hauts dignitaires de la tradition de Zobo à Cotonou, dans la 16e circonscription électorale, ont présenté, bien entendu, le vœu de nouvel an au président du parti Bloc républicain. C'était à l'occasion d'une cérémonie de prière pour la nation et aux dirigeants organisés sous la coordination de l'élu municipal de Cotonou, Émile Rondeladji. Il était accompagné pour la circonstance d'autres élus du Bloc républicain de Cotonou, Clément Tchadi et des Rompévis. Quelques semaines après la célébration au plan national de la fête de Vodou, les hauts dignitaires de la tradition de la 16e circonscription électorale sacrifient à la tradition de présentation de vœux au parti Bloc républicain. Réunis autour de leur leader, Émile Rondeladji, accompagnés de deux autres élus municipaux au quartier Zogbo de Cotonou, ils ont d'abord prié pour la nation, les institutions de la République et les dirigeants du pays. C'est avec un plaisir tout aussi renouvelé qu'en recevant l'annonce de votre intention de présenter vos vœux de nouvel an au président de notre parti commun. Nous avons été si sensibles que nous avons tout abandonné pour porter votre message au président Abdoulaye Biotchane, que je demande d'applaudir. Au-delà d'une simple rencontre de prière et de vœux, ce fut également l'occasion pour ces hauts dignitaires de réitérer leur soutien au parti du Cheval Blanc Cabré et à son président, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Ces initiés de la tradition ont aussi formulé des doléances à l'endroit des autorités pour plus d'attention à leur organisation. Des doléances que l'élu municipal de Cotonou a promis de transmettre au ministre d'État avant de présenter en retour ses vœux aux dignitaires. Je vous formule en retour des vœux d'une année de santé, de paix, de bonheur, de bénédiction, de grâce pour vous-même, vos familles respectives, mais aussi et surtout des vœux d'engagement, d'abnégation et d'unité autour des idéaux du Bloc républicain. Cette action qui est la vôtre prouve combien de fois l'enracinement de notre parti à la base vous tient à cœur. Je vous exhorte donc à ne rien lâcher, à poursuivre cette lancée et à travailler avec dévouement pour le Bloc républicain prenant les devants sur l'échiquier politique national. Passé l'étape des vœux et des bénédictions, le conseiller Émile Rondeladji a procédé à la remise de vivres et autres cadeaux au père de la tradition au nom du leader du parti du Cheval Gagnant, le Bloc républicain. Des dons composés de sacs de riz, des bidons d'huile et de cet animal
gracieusement offert. Sport à présent pour terminer cette édition, la phase des poules de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prend fin ce mercredi. Plusieurs affiches vont meubler cette dernière journée du premier tour de la compétition. Mais avant, pour le compte des rencontres de la journée d'hier, la Mauritanie passe en 8e de finale pour la première fois de son histoire. Et pendant ce temps, l'Angola le retrouve le deuxième tour de la compétition après plusieurs absences. Voici le résumé. Les Palancas Negras de l'Angola retrouvent les 8e de finale pour la première fois depuis leur dernière participation en 2010. Éliminés au premier tour en 2012, 2013 et 2019, l'Angola brise la malédiction de la phase des poules avec sa victoire face au Burkina Faso. Score final 2-0. Il termine premier du groupe T avec 7 points après les 3 sorties et sont qualifiés pour les 8e de finale. Les étalons du Burkina Faso sont eux aussi qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. De leur côté, les Morabitounes de la Mauritanie réécrivent leur histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. En 3 participations consécutives, la Mauritanie franchit pour la première fois le premier tour du tournoi. Et ceci après l'exploit réalisé face à l'Algérie. L'équipe amenée par Amir Abdou s'impose sur un score étriqué d'1-0. Sa toute première victoire à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec ce résultat, les Fennecs d'Algérie sortent de la compétition en étant derniers de leur groupe, tout comme lors de la CAN 2021. Les Mauritaniens qui totalisent 3 points en autant de sorties terminent 3e du groupe T et sont désormais parmi les meilleurs 3e. Ils obtiennent ainsi leur billet pour les 8e de finale pour la première fois de leur histoire. Un peu plus tôt, les dernières explications de la phase des poules dans le groupe C ont livré leur verdict. Avec sa victoire 3-2 sur la Gambie, le Cameroun s'est offert son passe pour le deuxième tour du tournoi. Pendant ce temps, la République de Guinée a été battue par le Sénégal sur un score de 2-0. Un résultat qui permet aux champions en titre de faire carton plein à l'issue de la phase des poules. Le Sili national se positionne en tête des meilleurs 3e avec ses 4 points. La hiérarchie est respectée dans ce groupe dit de la mort avec la Gambie qui sort du tournoi. Mais c'était là le résumé des rencontres de la journée d'hier. Pour les amoureux du foot, le programme de la journée avant de prendre congé de vous. Pour le compte des dernières rencontres de la phase des groupes, 4 différentes affiches sont prévues. La Namibie affronte le Mali à 18h béninoise. Au même moment, l'Afrique du Sud sera face à la Tunisie. Et puis à 21h, la Tanzanie défie la République démocratique du Congo. Et puis la Zambie va en découdre avec le Maroc. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.